Bonsoir tout le monde. Je vais présenter un topo sur l'histoire de la Franche-Comté de 1492 à 1678, c'est-à-dire avant le traité de Nimègue qui mène à son rattachement au royaume de France. Donc la Franche-Comté, à cette époque, nous l'appelions le comté de Bourgogne. Les habitants sont appelés les Bourguignons, au même titre que les habitants du duché de Bourgogne. Donc le duché de Bourgogne, c'était la Bourgogne actuelle. Le comté de Bourgogne, la Franche-Comté actuelle. Pourtant, les habitants des deux provinces, on les appelait tous les deux des Bourguignons. Alors la Franche-Comté, c'est une province. Le souverain de la province, c'est le comte de Bourgogne. Donc parmi les comtes de Bourgogne, les plus importants, on a eu Charles Quint en 1550, souverain officiel. Le comte de Bourgogne au début du XVIe siècle, c'était donc lui. Donc Charles Quint, Charles de Habsbourg. Il est né comte de Bourgogne dès le départ et il se présente à l'élection de la couronne impériale en 1519. Donc après Charles Quint, on a eu son fils, Philippe II, roi d'Espagne, puis Isabelle, souveraine des Pays-Bas, qui règne avec son mari Albert. Albert qui était le fils de l'empereur, de l'archiduc. Bref. Alors, le souverain de Besançon n'est pas le comte de Bourgogne. Il est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. En fait, Besançon, administrativement, est à part de la Franche-Comté. Il appartient directement, comme je l'ai dit, à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors tout d'abord, je vais présenter la situation administrative du comté de Bourgogne, suivi de la façon dont la province est rattachée aux Pays-Bas actuels, c'est-à-dire aux Provinces-Unies, et finir avec l'ensemble, la situation économique et sociétale de cette province dans l'ensemble. Donc tout d'abord, pour commencer avec le comté de Bourgogne, il faut savoir que le comté a plusieurs subdivisions. Donc le comté de Bourgogne, c'est différent de la Franche-Comté actuelle. Tout d'abord, il faut exclure la région de Belfort, qui fait partie de l'Alsace. Et elle a un lien fort avec la Franche-Comté par l'aspect religieux. Donc elle est rattachée au diocèse de Besançon, mais elle ne fait pas, administrativement, elle ne fait pas partie du comté de Bourgogne. Tout comme Montbéliard. Montbéliard est rattaché à la principauté de Wurtemberg et elle a adopté en partie le luthéranisme. Alors la province est rattachée en 3 bailliages. Dans le nord, le bailliage d'Amont, dont le chef-lieu est Vesoul. La ville principale, la plus importante, c'est Gray, car c'est un port de première importance régionale qui est rattaché au fleuve du Doubs. Et on retrouve aussi les villes de Baume-les-Dames, de Luxeuil, de Champlit et de Jussey. C'est la moitié nord du comté de Bourgogne. Elle comprend la Haute-Saône actuelle et le Haut-Doubs. Ensuite, il y a le bailliage du milieu, dont le chef-lieu est Dole, et qui a aussi comme village assez important Ornans. S'il est plus petit que le bailliage d'Amont. Enfin, le bailliage d'Aval, avec comme chef-lieu Montmoreau, et dont la ville principale de l'époque est Salins. Il y a d'autres villes comme Arbois, Poligny, qui vit donc Arbois et Poligny, comme on le sait actuellement, vivent du vignoble. Ça n'a pas changé par rapport à aujourd'hui. Et il y a Pontarlier, Orgelet, Saint-Amour et Noceraud, qui est le fief de la première famille seigneuriale de la Franche-Comté et qui abrite la famille de Châlons. Donc Besançon étant considéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une enclave. Alors
Besançon est une enclave de la Franche-Comté, mais le comté de Bourgogne à cette époque, c'était déjà une province totalement enclavée avant son intégration au royaume de France. Car à l'ouest, on trouve le duché de Bourgogne, plus haut, le comté de Champagne. Le duché de Bourgogne comme le comté de Champagne appartiennent au royaume de France. Ensuite, au nord, on a le duché de Lorraine, qui est un duché souverain. Au nord-est, le comté de Montbéliard qu'on a abordé tout à l'heure, rattaché à la région de Wurtemberg. Au nord, on voit aussi Belfort qui est rattaché à l'Alsace. L'Alsace qui est sous la souveraineté du Saint-Empire romain germanique. Enfin à l'est, la frontière avec la Confédération helvétique, avec l'évêché de Bâle, le comté de Neuchâtel et le pays de Vaud. Et dans le sud, on a 3 petites régions, donc le pays de Gers, le Bugey et la Bresse, qui appartiennent au duché souverain de Savoie. En 1601, le roi de France Henri IV va annexer ces 3 provinces, mais il n'est pas parvenu à obtenir le comté de Bourgogne. Donc comme c'est un territoire enclavé, il y a nécessité de se défendre. Et il n'existe pas d'armée permanente à cette période. Si on est attaqué, tout le monde se mobilise, tous les habitants. Et c'est une obligation pour tous les hommes d'être armés. Ce qui protège la province. Donc, ce qui protège la province, en fait, ce sont les fortifications, essentiellement. Toutes les villes sont fortifiées, sauf Ornans. Mais Ornans, c'est un petit village. Il y a des dizaines de châteaux. La principale menace de cette province, c'est le royaume de France. On a Henri IV qui a tenté d'attaquer cette province en 1595 et qui a échoué. Et il faut dire aussi que de 1618 à 1648, il y a eu la guerre de 30 ans, auquel le comté de Bourgogne a quand même subi de gros dégâts au cours de ce conflit. Alors, on a donc de grandes places fortes, modernisées par des ingénieurs génois, particulièrement à Dole et à Gray. Enfin, on va parler du gouverneur, donc du gouverneur, du Parlement et les États dans cette province. Le gouverneur, c'est celui qui représente le souverain. Il est choisi au sein des plus grandes familles locales, à savoir la haute noblesse de cette province. Au début de la période, c'est dans la famille Chalon. La famille Chalon, elle représente le souverain au cours de la première moitié du XVIe siècle. Par la suite, on a la famille de Bergy, qui a son siège à Gray. Et il a aussi l'autorité militaire de Gray, qui est le chef-lieu militaire de cette province. Alors ensuite, on a le Parlement qui siège à Dole. Le Parlement, c'est aussi la Cour supérieure de justice pour le comté de Bourgogne. Les parlementaires sont issus des plus hautes familles de la province. Le Parlement joue un grand rôle dans le domaine judiciaire et militaire, ainsi qu'administratif. Donc, c'est surtout une chambre d'enregistrement. Leur pouvoir, quand même, il faut savoir que leur pouvoir est limité. Et le Parlement publie les lois, soit des édits ou des ordonnances, qui peuvent s'exercer sur l'ensemble du comté de Bourgogne. Les États sont donc, en ce qui concerne les États, il y a une assemblée des 3 ordres, l'Église, la noblesse et les villes. Malgré le fait qu'il y ait peu de personnes et donc il y a une représentation de 90% de ruraux.
ce sont les principales villes comtoises qui sont représentées. Donc à savoir Vesoul, Dole, par exemple. Alors le rôle des États, c'est de voter le don gratuit. C'est-à-dire que quand le souverain a besoin d'argent, il envoie un courrier au gouverneur qui en parle au Parlement. On convoque les États avec leurs représentants. Ça ne se fait pas automatiquement. Et donc, il n'y a pas véritablement un impôt là-dessus, un impôt permanent. En ce qui concerne Besançon, Besançon prétend être une république au niveau politique. C'est le gouvernement par le peuple. Tous les ans, il y a une élection avec de nouveaux magistrats. Tous les chefs-feux qui se réunissent, qui choisissent des notables dans chaque quartier de la ville. Il y en a 28 en tout. Eux-mêmes choisissent des gouverneurs, 14 gouverneurs. Parmi eux, ces 14 personnes vont détenir l'autorité de chaque quartier, on va dire. Pour pas que l'un d'entre eux prenne le pouvoir, il alterne le pouvoir sur l'ensemble de la ville pendant une semaine. Donc chacun a le pouvoir pendant une semaine. On parle du président de semaine, en fait. Le but, c'est d'éviter que l'un prenne l'ascendant sur l'autre. On a donc un système relativement républicain qui se tient sur une petite ville. Une ville, ouais. En réalité, toutes les villes de Franche-Comté, du comté de Bourgogne, toutes les villes du comté de Bourgogne sont tenues par une minorité de juristes. Alors Besançon, c'est le siège de l'archevêque. Et donc, elle se retrouve mêlée à la province du comté de Bourgogne. L'archevêque est aussi prince du Saint-Empire. C'est un grand personnage, très puissant, spirituellement et politiquement, ce qui lui donne du prestige, sur le comté de Bourgogne et ce qui donne du prestige à la ville de Besançon. Alors la ville, elle est comprise entre 8 et 12 000 habitants. Une ville, alors si on compare à l'époque, c'est quand même une ville de taille moyenne. Besançon reste donc une cité impériale jusqu'en 1664. La ville est échangée contre une petite ville en Allemagne qui était une enclave espagnole. On estime alors que Besançon n'est plus une enclave, mais elle fait définitivement partie du comté de Bourgogne. Elle devient une ville comtoise à cette date-là, en 1664. Et ce qui n'a pas duré longtemps, parce que le traité de Nimègue intervient une quinzaine d'années après. Alors ensuite, nous allons voir comment le comté de Bourgogne est rattaché aux Provinces-Unies. Alors la véritable capitale du comté de Bourgogne, qui n'est pas une province autonome, c'était Manille en 1530, et ensuite Bruxelles après 1530, jusqu'à la conquête de Louis XIV. Cette province du comté de Bourgogne est rattachée donc aux Provinces-Unies. Elle est très éloignée de son pays de rattachement, parce que de Dole à Bruxelles, il y a 500-600 km. À cette époque, il fallait 15 jours pour faire le trajet. Ça explique le degré d'autonomie du comté de Bourgogne. Parce que à cette distance, ce n'était pas simple de tout centraliser autour de Bruxelles. La capitale est donc très loin de la province. Elle est marginale, et cette province est donc marginale et en apparence autonome. Alors, est-ce que le comté de Bourgogne est une province des Pays-Bas, donc à l'époque des ducs de Bourgogne? Il était... alors, pardon, je reprends. En fait, on voulait créer un État souverain. Le comté de Bourgogne voulait être un État souverain et voulait rassembler une série de territoires. Non, enfin, je me suis perdu à ce niveau-là. Bon, toutefois, maintenant, je vais aborder les conseils. Donc, les 3 conseils qui supervisent l'administration des Provinces-Unies.
il y a le conseil privé, le conseil d'État, le conseil des finances. Ces conseils sont formés de quelques personnes nommées par le souverain. Parmi ces trois conseils, il y a de nombreux comtois dans ces conseils. Par exemple, la famille Granvelle, qui est une famille prestigieuse dans le comté de Bourgogne, ou Simon Renard également. Ces trois conseils siègent dans la capitale, que ce soit à l'époque où la capitale, que ce soit à l'époque de Manille ou de Bruxelles. En plus des trois conseils, il y a le Grand Conseil de Manille, donc qui est la Cour supérieure de justice, et elle est fréquentée par de nombreux comtois. Ces institutions centrales, en fait, elles sont dans la capitale, et elles sont donc inévitables. Il y aura des... Elles sont inévitables, on doit en passer par là. Donc certains comtois ont des voyages à faire dans les Provinces-Unies, et les comtois qui occupent ce Parlement, cette Cour de justice supérieure, doivent parfois se rendre à Dole pour résoudre certains litiges. Ensuite, il y a Lille et Louvain qui ont aussi leur importance dans les Provinces-Unies. Alors, ce sont des villes où les comtois se rendent pour plusieurs raisons. Alors, à Lille, ils y vont parce qu'il y a la Chambre des comptes, à l'époque de l'empereur Charles Quint, l'empereur Habsbourg. Elle s'occupe à la fois des Provinces-Unies et de la Franche-Comté. À l'époque de Charles Quint, les comtois vont régulièrement à Lille pour résoudre des problèmes financiers majeurs. Et à partir de Philippe II, la Chambre des comptes de Lille n'est plus compétente pour le comté de Bourgogne. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du règne de Philippe II, que le pouvoir de la Chambre des comptes se délègue une partie à Dole et finit même par s'installer à Dole pour le comté de Bourgogne. Il y a aussi Louvain, qui est une université très prestigieuse pour les comtois. Donc on s'y rend pour étudier. Elle est plus prestigieuse que celle de Dole. Et elle est spécialisée dans le droit, il me semble, le droit canonique. C'est à vérifier, à vérifier. Et en général, à l'époque, on va d'une université à une autre et on en fait plusieurs, 3 ou 4. Ce qui fait que lorsqu'on est étudiant à cette époque, on est contraint de voyager quand même, de s'établir lorsqu'on est dans le comté de Bourgogne, à plusieurs centaines de kilomètres de là, de sa ville natale. Donc Louvain est le siège de la grande université des Provinces-Unies. Et puis voilà. Donc en fait, est-ce que le comté de Bourgogne est une province négligée par les Provinces-Unies? Alors le comté de Bourgogne n'était pas du tout négligé, non. Cette province est tenue en main par les autorités du pays de manière très particulière. Et on le voit avec les nombreux comtois qui occupent la Chambre des comptes, par exemple, ou la Cour de justice supérieure. Alors, à l'époque de Charles Quint, elle a hérité d'un tas de territoires un peu partout. L'époque, Charles Quint avait hérité d'un certain nombre de territoires un peu partout. Et dans son enfance, le conseil de famille a pris la décision de diriger le comté de Bourgogne, tandis que les Provinces-Unies était dirigée par Marguerite d'Autriche. À sa mort, Charles Quint décide de nommer sa sœur Marie de Hongrie comme souveraine des Provinces-Unies et donc par extension du comté de Bourgogne. Enfin, je vais la situation économique et sociétale dans l'ensemble au cours de cette période, avant son rattachement au Royaume de France. Donc au niveau de la population, la caractéristique du comté de Bourgogne, c'est d'être très peuplé. En 1614, il y avait 415 000 habitants. C'est une province surpeuplée par rapport aux ressources. Or, après 1614, il y a la guerre de 30 ans, ce qui a causé un cataclysme pour
pour toute l'Europe et surtout pour le comté de Bourgogne, qui a subi de plein fouet le début de ce conflit et qui a perdu à ce moment-là la moitié de sa population. Parce que quand on fait un recensement en 1660, on obtient à peu près 200 000 habitants. La part des citadins est très faible. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était environ 10 à 15% pour 85 à 90% de ruraux. En fait, ce sont des gens qui habitent à la campagne et pas forcément des paysans. Il y a aussi beaucoup de commerçants et d'artisans. Les villages sont très peuplés et il y a beaucoup de commerçants et oui, comme j'ai dit, de commerçants, d'artisans, donc beaucoup de corporations qui se situent dans les villages. On a 50 à 150 habitants aujourd'hui dans ces villages-là. Et alors qu'à cette époque, à l'époque du comté de Bourgogne, on avait 500 à 1000 habitants avant le traité de Nimègue. 500 à 1000 habitants par village. Les villes sont petites et peu nombreuses. Donc Besançon, qu'on a abordé tout à l'heure, qui a entre 8 et 12 000 habitants. Et la ville importante du comté de Bourgogne, c'est Salins, qui a entre 5 et 7 000 habitants, ainsi que Dole. Alors la ville, alors on voit par exemple, on s'aperçoit que les villes et les campagnes sont à peu près aussi peuplées, autant peuplées, aussi bien habitées d'un côté comme de l'autre. Donc, comment définit-on une ville? Par ses murailles. Les localités urbaines sont des localités fortifiées, en fait. On ne voit pas de signes de dynamisme de la population. Dans l'ensemble, le comté de Bourgogne est assez stable. Et pendant 150 ans, il n'y a pas de nouvelles villes ou de nouveaux quartiers. Au niveau des activités économiques, donc en ce qui concerne l'agriculture, l'essentiel de la population vit de la paysannerie, ce qui est normal à cette période. Dans les villages, on a 85% des habitants dont une bonne 85% de ruraux, oui, avec une bonne moitié qui sont des paysans dans le comté de Bourgogne. L'agriculture est variée à cause du relief. Et donc, on n'a pas de spécialisation au cours de cette période. Alors, en complément, on a aussi l'exploitation forestière et le vignoble, selon les lieux géographiques. Donc, les vignobles, par exemple, à Poligny ou à Arbois. Et l'exploitation forestière est moins importante qu'aujourd'hui. La région était à l'époque fortement déboisée. La viticulture, par contre, était très développée autour de chaque ville. Il y avait aussi du vignoble à Besançon et à Dole. Et donc, une forte consommation de vin. C'est la boisson ordinaire du comté de Bourgogne. Et c'était aussi l'une des principales sources d'exportation pour cette province. Au niveau de l'artisanat, il est très développé car les objets sont fabriqués sur place. L'artisanat du bois, par exemple, pour fabriquer, alors dans cette province, on fabriquait essentiellement les charrues et les manches d'outils. L'artisanat du cuir aussi, pour le remplacement des armures de fer en armures en cuir. Et au cours de la période de refroidissement avec le froid, c'est bien que les fourrures, c'était assez pratique. Cela s'explique aussi par l'expansion du livre, oui. Et toutes les villes ont des tanneries. Donc, activité essentielle, le bois et le cuir. Et enfin, au niveau de l'industrie, la métallurgie avec les forges. Donc, on a les forges qui sont de véritables usines. Les forges sont utiles pour l'armement. Donc, on y fabrique beaucoup d'épées, de lances et des bombardes. Particulièrement dans la région de Pontarlier. Ce sont des industries car il peut y avoir 100 à 200 employés. Le deuxième secteur, c'est le minerai, car il y a beaucoup besoin de métallurgie. Pour la métallurgie, oui, le minerai est essentiel.
C'est un site vraiment industriel. On a Château-Lambert, qui, qui est le deuxième centre industriel de la province et qui contient 600 à 700 ouvriers. Enfin, les salines, et notamment à Salins, qui se situe dans le Jura actuel. Il y en a un peu partout dans le comté de Bourgogne. Il y a un peu, oui, des salines, il y en a un peu partout dans cette province. Le seul vrai centre industriel, et le plus important, c'est Salins. On compte dans cette usine 3500 personnes. Ce sont des femmes qui dirigeaient la production du sel, car cela s'apparente à de la cuisine. Petite. Donc, ensuite, le commerce. Donc, la particularité du comté de Bourgogne, c'est une province, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une province totalement enclavée, ouverte sur. Donc, au niveau commercial, elle était tout de même ouverte sur ses provinces voisines. Alors, c'est un véritable carrefour économique. À l'époque, il existe déjà l'axe Rhin-Rhône, avec particulièrement les deux villes, Lyon et Bâle. L'axe également Flandre-Italie, de la mer du Nord à la mer Méditerranée et Adriatique. Et tout cela passe par le col de Jougne. Alors, le col de Jougne se situe à proximité de la frontière suisse actuellement. Un des plus grands passages européens le comté de Bourgogne était un des plus grands passages européens pendant des siècles. Cette province enclavée était en fait un carrefour commercial. Et au milieu de ce carrefour, la ville la mieux placée, c'était Salins. La province ne vit pas en autarcie, car elle importe des marchandises. On a de la laine, par exemple. On a parlé du vin tout à l'heure, ainsi que le sel et du bétail. Au niveau des aspects sociaux, donc, c'est une société profondément inégalitaire. Elle ne conçoit pas du tout qu'elle puisse. On ne conçoit pas dans cette province qu'elle puisse être égalitaire. Il y a une différence très marquée au niveau vestimentaire et au niveau alimentaire. En ce qui concerne la formation des élites, les élites sont toutes formées. Pour leur formation, elles doivent toutes passer par l'université de Dole. On a 51 étudiants en 1540, puis 2 à 3 fois plus en 1557. C'est une université spécialisée dans les droits. Donc, en ce qui concerne Dole, elle est spécialisée dans le droit civil. Et elle a aussi un certain niveau en ce qui concerne le droit canon, les enseignements du droit canon. Toutes les villes de l'époque sont dirigées par des juristes. L'université est une organisation catholique. On est dans une période qui va connaître un grand bouleversement sur le plan religieux au XVIe siècle. Mais comme on exclut en fait Montbéliard et Belfort, le comté de Bourgogne a été peu touché par les réformes protestantes, peu concerné par les réformes protestantes. L'archevêque de Besançon, qui est Ferdinand de Rise, était le fer de lance de la contre-réforme catholique. Oui, de la réforme catholique. Il a participé au développement du culte marial. Et on a aussi, dans le comté de Bourgogne, un certain nombre de lieux de pèlerinage et des développements des ordres religieux, comme les abbayes, un certain nombre d'abbayes et de couvents. On a même une abbaye de Cluny qui est une des abbayes de Cluny les plus importantes, qui se situe dans le Jura. Et donc on a une conjoncture en dents de scie. Ce n'est pas
Donc, oui, ce n'est pas un âge d'or du comté de Bourgogne. C'est une période entre deux guerres. Il y a eu la période du règne de Louis XI, il y a eu la guerre de 30 ans. Donc, une période, globalement, malgré entre 1492 et 1678, on peut dire que c'est une période de paix, malgré quelques gros conflits comme la guerre de 30 ans, par exemple, et les quelques tentatives de conquête d'Henri IV. Le comté de Bourgogne avait un des niveaux de vie les plus importants, avait un niveau de vie assez important, et plus important que le royaume de France en moyenne. Dans cette conjoncture, plus ou moins favorable, il y a quand même des crises importantes. Voilà. On a parlé des guerres, mais il y avait aussi des crises liées aux maladies. La province n'est pas épargnée par la peste, qui est présente jusqu'au XVIIe siècle. Et à certaines années, la peste a fait des ravages. Et il y a d'autres ravages sociaux, par exemple le passage des troupes alliées ou ennemies. Donc quand c'était des troupes alliées, ça allait malgré quelques problèmes. Il n'y a eu aucun problème majeur. Mais lorsque c'était des troupes ennemies, comme les Suédois par exemple, qui sont passés par cette région durant la guerre de 30 ans, ils étaient souvent placés à la frontière et attaquaient souvent les fermes pour voler le bétail. Et il y a eu aussi plusieurs crises économiques qui étaient des fléaux importants par moment et qui conduisaient à une inflation des denrées, ce qui empêche les plus pauvres d'acheter du pain, par exemple, les premières denrées. Alors ensuite, la Franche-Comté a été progressivement intégrée à la France. Le comté de Bourgogne était une obsession pour les rois de France. On a parlé d'Henri IV qui a tenté de conquérir plusieurs fois ce territoire. Mais la première tentative a eu lieu par Louis XI, qui a été désastreuse. La prise du comté de Bourgogne s'est faite en 1668 par Louis XIV, qui a eu beaucoup de mal d'ailleurs. Besançon était mêlé à ce conflit avec l'ensemble de la province. Et Louis XIV était très énervé au cours de la conquête de Besançon, malgré l'aide apportée par certaines familles aristocrates du comté de Bourgogne. Alors, Besançon, oui, non, je m'y retrouve. Donc, au départ, une partie du comté de Bourgogne avait été conquise en 1668 par Louis XIV. Et il a refait la conquête en 1674, qui a été bien plus violente. Et la différence entre la première tentative en 1668, qui n'a réussi que partiellement, et la deuxième en 1674, c'est l'alliance d'une partie de l'aristocratie du comté de Bourgogne qui était pour le rattachement à la France, au royaume de France. Donc petit à petit, tout ce qui est à Dole, tout ce qui est administratif à Dole, a été transféré à Besançon. Et en 1678, quand l'annexion est officialisée par le traité de Nimègue, la situation de la province du comté de Bourgogne est à ce moment-là, suite à la conquête, assez désastreuse. Elle est à reconstruire en fait. Donc pour conclure, donc la période entre 1492 et 1678 est très peu étudiée. L'histoire de l'âge d'or du comté de Bourgogne, il y a eu une période d'âge d'or pendant le temps des Habsbourg, ce qui n'exclut pas des époques noires et sombres.
Donc, en ce qui concerne le mythe de l'ancienne autonomie comtoise qui existe aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que cette autonomie n'a pas réellement existé, excepté pour Besançon, et encore ça se discute. La réalité, c'est que le comté de Bourgogne a toujours eu un souverain. Et voilà, c'est ce que je dirais pour conclure.